L'invité du jour est Abdul Karim Bandé. Il est le directeur général du cabinet à Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la suite de nos thématiques sur le développement personnel. Et cette fois-ci, il est question de la retraite et l'autonomie financière. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors, déjà, question d'actualité, on ne peut s'empêcher de la poser. On a vu la décision du ministère de l'Enseignement supérieur qui est tombée à l'issue du Conseil des ministres dernier. Une décision qui concernait un peu les études à l'extérieur, notamment tout ce qui tourne autour. Et c'est un sujet qui est en adéquation avec une thématique que nous avons abordée qui a beaucoup fait couler assez d'encre et de salive de l'international comme au Burkina. Quelle est votre opinion par rapport à cette décision qui finalement a été prise par nos autorités? Bonjour encore à tous ceux qui nous suivent. Et vraiment que Dieu continue de faire du bien à ce beau pays avec ce climat, une bonne saison de pluie au Burkinabé et de très bons résultats au bac pour tous les bacheliers. Oui, effectivement, quand j'ai vu cette décision, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, bon, on nous en a voulu, on a dit ce qu'on pensait suite à une analyse, et je crois que l'argument que moi je retiens du propos du ministre, c'est les cas sociaux qu'on rencontre d'étudiants qui sont allés en études. Et nous avons rappelé ici que si on n'a pas les moyens, ça ne sert vraiment à rien de se saigner, de se mettre en difficulté. D'ailleurs, on va en parler, parce que si vous regardez, la plupart des gens, leur premier enfant autour de 30 ans, en général, en moyenne, et ça veut dire que l'enfant a 20 ans quand ils ont 50 ans. Et c'est l'âge à partir duquel on a tendance à financer les études supérieures. Et c'est là qu'on les envoie. Alors que c'est notre sujet de ce matin, à 50 ans, on est en moyenne à 10 ans de la retraite. Et si on n'a pas vraiment les moyens, on se met en difficulté. Et je crois que le ministère, le gouvernement vient de confirmer ce que nous disions. Il faut faire attention, il faut analyser nos choix. Et le fait d'avoir un regard dessus, oui, pour moi, ça pourrait certainement aider. Pour vous, c'était prévisible, attendu, quand on regarde effectivement les cas qui pouvaient découler d'un certain nombre de personnes. C'est des cas isolés, mais qui arrivent, ou après on en parlait à l'émission lorsqu'on a abordé la thématique, des cas où c'est pas forcément le boulot, c'est peut-être des cas sociaux. Bien. Non, est-ce que c'était prévisible? Je pense que non, parce que nous sommes dans une révolution. Et la partie d'une révolution, c'est qu'elle s'assume, elle fait des choix difficiles, elle fait des choix audacieux. Et je suis convaincu que la plupart des Burkinabés ne s'imaginaient pas que l'État pouvait aller jusque-là dans son rôle régalien. Donc, pour moi, on découvre un État qui a pris le choix, l'engagement d'éduquer son peuple, de s'intéresser à sa vie au plus près. Et pour moi, c'est important pour pouvoir justement aligner l'ensemble de Burkinabés sur un ensemble de principes et de valeurs qui sont indispensables au succès, au développement d'une nation. Alors, la thématique du jour, développement personnel, la retraite et l'autonomie financière. Pourquoi une telle thématique aujourd'hui dans la suite de la série sur le développement personnel? Ça va être un peu une rupture, mais il est clair que lorsqu'on parle de développement personnel, un des sujets de développement personnel, c'est les finances. Le but du développement personnel, c'est d'amener de l'épanouissement. C'est comment aider les hommes et les femmes à être plus épanouis, à être plus équilibrés, donc finalement être plus heureux. Et les finances jouent un rôle central dans la vie de l'individu. La retraite aussi, parce que c'est un moment qu'on ne prévoit pas. Et en développement personnel, on se soucie aussi du futur. Et c'est un moment, malheureusement, que peu de personnes anticipent. Et ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de requêtes, j'ai eu beaucoup d'échanges autour de cette problématique des finances personnelles et du nombre de personnes qui se retrouvent. Quand j'analyse, quand on échange, j'analyse les situations financières, je m'inquiète. Et moi-même, ça m'interpellait d'échanger avec eux. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Il y a une aide à apporter à des personnes qui ont en moyenne 50 ans. Là, vraiment, l'émission d'aujourd'hui va parler plus à des personnes qui ont en moyenne 50 ans. Ceux qui en ont moins pourront en profiter. Mais là, je veux m'adresser à eux parce que je crois qu'il y a urgence à prendre conscience, à faire des choix. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Comment, à partir de 50 ans, au plus tard, parce que pour moi, c'est la dernière ligne droite, on devrait agir pour sauver sa retraite, j'ai envie de dire comme ça. Alors, quel est le lien que l'on peut faire entre le développement personnel et les finances? Quand on regarde, pour la plupart de ceux qui nous parleront de développement personnel, on parle de développement personnel en termes de spiritualité, d'épanouissement, de bien-être, mais rarement en termes de finances. Quel est le lien que l'on peut faire? Alors, il faut retenir qu'en réalité, tout ce que l'humain fait repose sur des valeurs. C'est cette dynamique qui n'est pas très bien perçue. Si vous apprenez une chose, toutes les connaissances reposent sur des valeurs. Si vous apprenez la connaissance théoriquement sans avoir développé les valeurs, vous ne pourrez jamais la mettre en pratique. La valeur qui soutient l'autonomie financière, c'est la rigueur, c'est la discipline.
quel que soit ce que vous pouvez lire, c'est pour ça que vous allez voir des banquiers, c'est un très bon banquier, un bon économiste, mais il a une vie financière difficile. Parce que c'est pas le fait de connaître les théories, après il faut pouvoir les appliquer. Le levier d'application de tous les principes financiers, c'est la discipline et la rigueur. Le deuxième levier qui engage justement cette discipline-là, c'est la capacité à se projeter dans le futur, à penser smart, à être dans l'objectif, ne pas vivre dans le passé ni dans le présent, mais dans le futur. Et ça aussi, ce n'est pas technique, c'est du domaine de l'émotionnel, c'est du domaine du caractère. Parce que investir, c'est fait quoi? Quand on parle de finances, la stabilité financière va pas venir du travail. C'est pas votre travail qui vous rend stable financièrement. Non, votre travail vous fait gagner de l'argent, c'est votre investissement qui vous rend stable financièrement. Alors que l'investissement, c'est le souci du futur. Si vous n'avez pas le souci du futur, si vous ne savez pas vous inviter dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent, vous ne pouvez pas penser stratégiquement. C'est pas possible. Et là, le développement personnel vient encore rappeler, et c'est notre but ce matin, c'est de rappeler à toutes ces personnes-là qu'il faut pouvoir se focusser stratégiquement sur les 10-15 ans qui viennent. Et en plus, il faut beaucoup de discipline pour pouvoir atteindre une autonomie financière. Quand on prend l'âge moyen de 50 ans, qu'est-ce qui caractérise spécifiquement cet âge pour que l'on s'intéresse particulièrement? Déjà, moi, je crois que ça commence à partir de 40 ans en allant, mais à 50 ans, ça devient très alarmant, de mon point de vue, où on devrait absolument se réveiller. Une des caractéristiques de cet âge-là, c'est que nos revenus vont baisser, notre capacité à produire commence à diminuer, notre santé prend un coup. Pour certains, il y en a qui ont une santé très solide, mais c'est très rare parce que 50 ans, vous avez beaucoup de petits maux qui commencent à se développer. Je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais c'est un fait. Malheureusement, on ne veut souvent pas regarder la réalité en face. À 50 ans, vous allez avoir des jeunes qui vont vous challenger. Vous aurez professionnellement, vous allez avoir des jeunes qui arrivent, qui sont plus diligents, qui sont plus créatifs. Donc même votre emploi, votre production de revenus est en péril. À 50 ans, vos charges sont énormes. Elles sont optimales. À 50 ans, vous avez tous vos enfants, au moins un à l'université. Si vous l'avez eu à 30 ans, comme c'est un peu mon cas, vous aurez au moins un à l'université, vous aurez peut-être 3 enfants, donc 2 autres qui sont au collège. Donc vos charges augmentent. Vos parents, en général, à 50 ans, sont déjà suffisamment âgés et donc avec des problèmes de santé à gérer et tout, et même dépendants financièrement de vous. Vous-même, vous avez votre santé à prendre en compte. À 50 ans, si vous ne faites pas attention, vous êtes le pilier de votre famille. Ça veut dire que vos cousins, frères, toute la grande famille qui repose sur vous, compte sur vous. C'est vraiment un âge où les charges sont au maximum. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là, pour moi, c'est vraiment la dernière ligne droite où on ne peut plus se permettre de prendre du risque. Est-ce que le fait d'être challengé à 50 ans par des plus jeunes est un danger dans l'épanouissement professionnel? Absolument. À 50 ans, vous risquez de vous faire remplacer. On va vous mettre au placard. La seule façon à 50 ans de garder un poste ou de continuer à performer, c'est d'être au sommet. Si à 50 ans, vous n'avez pas atteint le sommet de la pyramide, là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au moins directeur, c'est que vous allez décroître. Personne ne va vous donner une promotion à 50 ans si vous êtes un agent. Non, ça va être difficile. Et je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont très frustrés de voir ça. Parce que c'est les jeunes qui arrivent, malheureusement, qui sont promus. C'est normal, ils ont de l'énergie, on peut construire dans la durée avec eux. Parce que l'entreprise, elle va prévoir. Vous êtes à 50 ans. Vous êtes par exemple un agent. On veut vous mettre chef de service. Il va vous falloir peut-être 2-3 ans pour comprendre exactement c'est quoi un chef de service. Si vous n'étiez pas préparé à l'avance, c'est maintenant qu'on doit vous former. C'est compliqué, c'est trop risqué. On va préférer prendre quelqu'un qui a encore de l'énergie, qui a de la créativité, qui est adapté aussi à son environnement, à son monde, parce qu'il change. Voilà, donc c'est très risqué. C'est vraiment risqué à 50 ans. Si on n'a pas, pour moi à 50 ans, si on n'est pas devenu riche, on commence à devenir pauvre. C'est automatique. Qu'est-ce que ces faits devrait impliquer pour quelqu'un qui tend vers cette moyenne? Pour moi, si on atteint cet âge, là où on tend vers cet âge, on doit être extrêmement discipliné. C'est la dernière ligne droite pour préparer une retraite suffisamment paisible. Si vous ratez cette ligne droite-là, c'est fini. La retraite au Burkina Faso, il y en a 3, il y a 3 niveaux, je crois. Il y a celle des agents, des très opérationnels, qui va être autour de 54 ans. Vous avez une autre catégorie qui sont les cadres intermédiaires qui va être autour de 56 ans, je pense. Et puis vous avez celle des 60 ans qui sont les cadres supérieurs. Et puis les médecins, je crois, qui vont à 64 ans. Donc ça veut dire que même déjà à 50 ans, si vous êtes un agent moyen, vous êtes à 6 ans de votre retraite. C'est extrêmement périlleux. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir réaliser si vous ne prenez pas conscience très tôt de mettre un dispositif
mais vous êtes en danger. Pour moi, c'est vraiment la partie de la vie où on ne peut plus se permettre de distraction. On ne peut plus se permettre. Il faut vraiment se soucier de la retraite à partir de ce moment-là. On pouvait le faire à 25, 30 ans. À la limite, on est arrivé à 40 ans. C'est la dernière ligne droite pour y aller à fond. Est-ce que c'est-à-dire que c'est pas l'âge de penser projet, de penser investissement, c'est pas l'âge de faire un certain nombre de dépenses sur le plan social et tout? Est-ce que c'est ce que vous essayez de dire? Pour moi non, sauf si à cet âge vous avez déjà garanti votre retraite. Si à cet âge vous avez mis un dispositif qui vous permet de pouvoir continuer à vivre en paix après la retraite. Si ça c'est pas fait, si vous n'avez pas de réponse à quand je vais arrêter de travailler, comment je vais vivre, vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez déjà mis le dispositif, si vous avez déjà des investissements qui garantissent la bête, tant mieux. C'est le moment de profiter de la vie d'ailleurs. Voilà, parce qu'après vous ne pourrez même plus vous mouvoir correctement. Quelqu'un qui a vraiment anticipé, je crois qu'à 50 ans il doit commencer à profiter de la vie. Mais celui, malheureusement, je crois que c'est le cas de plusieurs personnes qui n'ont pas anticipé ces moments de leur vie là. C'est maintenant que c'est la dernière ligne droite. J'imagine et je me dis, pour beaucoup à cet âge, c'est le moment où on est en train de multiplier les prêts bancaires pour finaliser la construction de la maison. C'est l'âge à laquelle certains passent maintenant à l'option du deuxième achat de leur véhicule. Est-ce que c'est des aspects que l'on devrait balayer? Est-ce qu'à 50 ans, c'est tard de penser à finaliser sa maison? Quand c'est l'urgence d'ailleurs. C'est l'urgence à faire. C'est vraiment l'urgence. À 50 ans, il faudrait l'avoir finalisé. Donc, je suis totalement aligné avec ceux qui en font la priorité. Mais pour la voiture, par contre, non. Parce qu'avoir une seule maison, qui est une option très pertinente et très nécessaire, parce qu'un des plus gros problèmes, c'est l'abri. Si vous n'avez pas d'abri, c'est un besoin fondamental. Quand on prend la pyramide de Maslow, qui nous dit qu'il y a les besoins physiologiques qui sont le fait d'exister même, mais le deuxième niveau de besoin c'est le besoin de sécurité et pouvoir avoir un lopin de terre, pouvoir avoir un domicile où il n'y a personne qui vous crie dessus, il n'y a pas un bailleur qui vous met la pression, c'est pas une option. Donc pour moi à 50 ans quelqu'un qui est dans cette dynamique, mais bravo, mais il faut faire que ça, il faut même pas essayer de faire autre chose, il faut la terminer rapidement, mais la voie elle seule ne suffira pas. Parce qu'après, elle va juste vous permettre d'avoir un toit, mais elle ne va pas pouvoir combler vos déficits financiers. Parce qu'à la retraite, on aura un gros déficit financier. Est-ce à dire que prendre sa retraite étant toujours en location, c'est se jeter dans le vide, c'est un gros risque? Ça là, à ceux qui nous écoutent de répondre, comment vous allez vivre? Vous savez qu'à la retraite, votre revenu va être tout au plus de 30% de ce que vous gagnez. Ça veut dire que si vous aviez 200 000, vous aurez 60 000 francs chaque mois pour vivre comme pension. Et je ne sais pas si les gens ont déjà pris le temps de faire ce calcul-là. Si vous aviez 400 000 francs, par exemple, vous aurez 120 000 francs. Donc 30%, il faut compter 30% de revenus. Et là, il y a des conditions même encore derrière. Il y a des conditions auxquelles on ne pense même pas. Non, c'est même pas faisable, en fait. Pour avoir une retraite paisible et épanouie, à mon avis, c'est pas faisable. De façon générale, quels sont les risques inhérents à la retraite et tout? Déjà, c'est votre santé, elle devient fragile. Vous avez une énorme perte de revenus, on en a parlé tout à l'heure. J'ai essayé de faire des recherches. C'est la pension est environ de 30% de ce que vous gagnez, en moyenne sur les 5 dernières années. Et j'ai dit 30%, vous aviez 200 000, vous allez vous retrouver à 60 000. Il y a le niveau de perte de revenus. Si à cet âge, vous n'avez pas d'enfants autonomes, vous n'avez pas une famille autonome, vous devez encore payer un loyer avec 60 000 francs par mois. Vous vivez comment? Si vous aviez 200 000. Si vous aviez 400 000, vous aurez 120 000. Peut-être qu'aujourd'hui, à 400 000, votre loyer, même si vous êtes en location, est autour de 150 120 000. Et puis, vous allez vous retrouver avec un revenu de 120 000. C'est la catastrophe. Il faut y penser vraiment. L'autre chose, c'est les années de cotisation. Parce que beaucoup vont être surpris, très, très surpris d'aller à la CNSS le jour. Les fonctionnaires, encore, ça va parce que c'est bien structuré et tout. Mais dans le privé, c'est absolument incertain. Vous avez des patrons qui ne payent pas les cotisations. Ça arrive malheureusement. Donc vous allez le jour pour faire le bilan, vous êtes à la retraite et puis on vous dit non, vous n'avez pas atteint les 15 ans de cotisation. Lorsque vous n'avez pas atteint les 15 ans de cotisation, vous n'allez pas avoir droit à la pension. On va vous verser juste un forfait qui va correspondre à ce que vous avez eu comme cotisation et puis peut-être une plus-value qu'on va ajouter. Donc vous n'aurez pas de pension. Comment vous allez faire? C'est extrêmement risqué. Voilà un peu les dangers. Les charges ont augmenté.
la capacité à produire n'existe plus. C'est vraiment une période, je ne sais pas pour les autres, mais moi je la redoute. Et justement, pour moi, il faut tout faire pour ne pas se retrouver très vulnérable dans cette période-là. Et moi, j'ai envie d'inviter tous les patrons qui nous écoutent, les DRH qui nous écoutent. Je crois que c'est notre rôle d'accompagner nos collaborateurs. Après, si on a mis tous les dispositifs, si on leur a donné toutes les recommandations, si on a mis des mécanismes et qu'ils ont refusé, ça, ce n'est plus notre faute. Parce qu'il y a des gens qui vont même refuser tout ce que vous pouvez leur donner. Mais il ne faut pas être indifférent à la situation de nos collaborateurs. Et je pense que c'est une question d'enjeu. Il faut vraiment s'en soucier et trouver des mécanismes pour mettre au mieux chacun à l'abri. Mais après, comme je dis, on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut que lui donner. Moi, régulièrement, j'en parle avec mes collaborateurs. Hein. Moi-même, je leur propose des dispositifs pour les aider à rentrer dans cette autonomie-là. Parce que vraiment, je la redoute. J'ai vu mon propre père comment sa vie a commencé à dégringoler avec l'âge. Et je sais que plusieurs familles se sont retrouvées comme ça dans des grosses difficultés parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et j'ai dit, prendre ce dont on parle, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire à 50 ans, on devrait le faire avant. Mais seulement je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui à cet âge-là ne sont pas préparées, sont même encore endormis pensant que ça va aller. Vous voyez l'histoire de ce mec qui tombe du 10e étage, quand il arrive au 8e, il dit jusqu'ici ça va, il arrive au 7e, jusqu'ici ça va, mais ça va pas, puisque tu vas finir de toutes les façons par te ramasser au sol, quoi, tu vois. Ça n'ira pas, il y a quelque chose à faire. C'est pas juste de laisser, d'avoir une vie en laisse guidon. Il y a une décision à prendre, il y a une structure, il y a un plan à mettre en place. Ce que vous dites est extrêmement important. Il est vrai, on l'a dit, c'est une émission qui concerne la moyenne des 50 ans. Mais vous venez de dire quelque chose, un détail. Quand on prenait la fourchette, on prend la tranche de quelqu'un qui touche 400 000 qui va se retrouver à la retraite avec 120 000. Quelqu'un qui est autour de 200 qui se retrouve à 60 000 pour vivre sa retraite avec sa famille. Et là, je pose différentes catégories. Au niveau des populations, beaucoup sont dans l'informel. Certains ne pensent peut-être pas aller s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et vous avez touché de côté l'autre aspect aussi qui, pour moi, est fondamental. Ceux qui sont en train d'aller vers la cinquantaine, qui ne réalisent pas, qui ne vérifient pas est-ce que j'ai des cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est un danger permanent. Extrêmement permanent. Mais la part de responsabilité, lorsque tu es avec un employeur qui n'y pense pas, parce que si un employeur ne te déclare pas à la caisse, il ne pense pas à ton avenir, c'est un crime pour moi. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu peux faire si tu veux préparer toi-même sereinement ta retraite? Parce que ça touche beaucoup de personnes. Absolument. Moi déjà, j'aurais souhaité que la CNSS soit interpellée, que vous l'invitiez à passer ici, à partager un peu les cas qui existent là-bas, parce qu'il faut que les gens prennent conscience et que ils travaillent à corriger ce problème-là. C'est un vrai problème, je vous assure. On ne se rend pas compte. Imaginons dans la carrière d'un individu, dans le privé, il fait combien d'entreprises? Il peut facilement faire 3, 4, 5 entreprises. Et puis après, il oublie. Il y a des entreprises qui ont fermé après lui. Vous suivez, vous avez travaillé 4 ans dans une entreprise. Vous en avez eu des temps morts dans votre carrière. Vous avez travaillé 3 autres années ailleurs, ainsi de suite. Mais ces entreprises, quand vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas payé les cotisations qu'ils devraient payer, elles n'existent plus. On fait quoi? Elles ont fermé. Vous ne savez même pas où se trouvent les patrons. C'est dans des problèmes. C'est sérieux, hein? C'est très grave. J'espère que la CNSS vraiment sera invitée à partager cette question ici. Maintenant, prenons tous ceux qui sont dans l'informel et qui, aujourd'hui, il y a des dispositifs pour aller s'auto-déclarer. Ça existe. Avant, ça n'existait pas. Mais ils se sont rendus compte que c'était un problème. Et donc, il y a des dispositifs. Les corporations s'organisent pour créer ce système-là où tu peux aller t'auto-déclarer. Et il faut le faire. Je vous en supplie, il faut le faire. Parce que justement, on ne pense pas au futur. C'est là le lien avec le développement personnel. Comment je me soucie du futur? Et j'ai envie de dire aussi à tous ces patrons-là, faisons l'effort. Si on a employé des gens, c'est la loi qui nous demande de le faire, on les déclare. Faisons l'effort de payer, faisons l'effort. C'est nécessaire. C'est leur avenir qui est en jeu. Et moi, j'ai aucunement envie d'avoir des collaborateurs qui, des années plus tard, quand ils sont arrêtés, je les rencontre et qui sont en difficulté. Vraiment que ça ne vienne pas de moi. Que moi, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour les accompagner. Je ne veux pas être responsable de ça. Je crois que spirituellement, c'est un engagement. Parce que c'est la vie de personnes, de leurs enfants, de leurs descendants, etc., qu'on exploite ainsi. Donc, vraiment, moi, j'ai envie d'attirer l'attention dessus et que les gens se réveillent et que ceux qui sont dans l'informel aussi aillent le faire. Il y a les assurances aussi qui sont une option. Bien sûr. Justement, pour avoir des complémentaires. En fait, ça fait partie des stratégies qu'il faut mettre en place. Justement, on en a parlé ici dans cette émission sur les mécanismes d'investissement. Je crois qu'il faut les mettre en place. Quelle est la première étape en termes de stratégie? Parce que c'est les stratégies qui peuvent te permettre de mieux amorcer la période de la retraite, puisqu'à 50 ans, tu commences
déjà à y penser, comment tu réduis tes dépenses, comment tu arrives à avoir besoin financier, des économies assez optimales. Comment est-ce que cette stratégie se planifie? Quelle est la première étape? Pour moi, la première étape, c'est de pouvoir évaluer son besoin à la retraite. Je crois que la plupart des gens ne le font pas. Ça veut dire que quand je serai à la retraite, j'aurai besoin de combien pour vivre? Il faut pouvoir faire cette évaluation. Quand on regarde l'évolution un peu de la vie, on faisait un reportage à Truti de FM la semaine passée, où on s'est rendu compte, dans le mois de juin, que 5 tomates se retrouvent aujourd'hui à 2000. Est-ce qu'il est possible de pouvoir se projeter dans le futur? Oui, ça s'appelle l'inflation. Et c'est un fait. Est-ce qu'on tient compte de ces aspects aussi? C'est même pas très nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est un fait. La vie devient naturellement, le taux d'inflation, il est normal. Il existe dans tous les pays du monde. Il y a de l'inflation. Et c'est pour ça que garder son argent exclusivement en banque, en se disant qu'à ma retraite, je vais l'utiliser, en fait, cet argent perd de sa valeur, en fait. Il perd sa valeur, il est frappé par l'inflation. 10 000 francs en 2026 n'aura pas la même valeur en 2030. Ce que vous pouvez faire avec 10 000 francs aujourd'hui, vous ne pourrez pas le faire en 2030. Parce que le coût de la vie va naturellement augmenter. Donc le garder en banque juste, ce n'est pas très pertinent. L'intérêt que la banque vous reverse ne sera jamais supérieur au coût de l'inflation. Donc il vaut mieux trouver des mécanismes justement pour placer cet argent-là que de le garder. Ça, c'est l'un des volets. Je dirais qu'il faut pouvoir évaluer son besoin. Je sais quel revenu j'ai aujourd'hui. Je sais de combien, quand je regarde, c'est un travail technique, hein, et d'ailleurs j'ai été très interpellé de mettre un dispositif, donc d'inviter tous ceux qui souhaitent t'accompagner à les accompagner. Je vais résumer en disant il faut évaluer son besoin à la retraite, et c'est à partir de cette évaluation là qu'on verra si je sais combien je dois gagner en termes de pension et le gap qu'il y a à combler. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. J'ai déjà aujourd'hui 400 000 par exemple, ou 200 000 francs. Je sais qu'à la retraite, j'aurai 60 000 francs de pension. Si je m'en tiens qu'à mon salaire, j'ai un gap de 140 000 francs à combler lorsque j'ai 200 000. Pour avoir le niveau de vie, sans parler de l'inflation que j'ai aujourd'hui. Comment je fais pour combler ce gap-là? Si je n'y réfléchis pas maintenant, comment je vis à ma retraite? Ça va être extrêmement compliqué. Mais quand on a pu faire cette réflexion, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et là, il faut mettre un plan. Il faut mettre une stratégie. Et la stratégie, ça va être d'avoir un mécanisme d'investissement qui doit lui maintenant s'appuyer sur une rigueur. Pour moi, quelqu'un qui a cet âge ne doit même plus considérer autre chose. Vraiment, il faut devenir obsédé par l'idée de créer de l'autonomie à la retraite. Il faut devenir obsédé par ce sujet-là. Comme fait l'entrepreneur quand il démarre, il est obsédé par son entreprise. Tout ce qu'il fait est focus dessus. Pour moi, ça doit devenir une priorité absolue. Réduire toutes les charges possibles au minimum et se focuser sur l'investissement, pas l'entrepreneuriat. Justement, c'est la question que j'allais poser, parce que pour beaucoup à cet âge, on pense déjà ferme agricole, on pense déjà élevage dans le domaine de l'entrepreneuriat où on dépense beaucoup pour sur 4-5 ans après dire mais ça va pas marcher. J'ai un jeune à qui j'ai fait confiance qui finalement n'a pas fait le job et tout. Je vous en supplie, il ne faut pas prendre cette voie-là, c'est pas à 50 ans qu'on entreprend. C'est vraiment pas, c'est pas un âge pour entreprendre, c'est pas possible. L'énergie que ça demande. C'est dans l'heure à 50 ans d'aller vers des projets d'entrepreneuriat comme l'élevage, l'agriculture. Peu importe, il y a une condition pour le faire. Pour le faire, à mon avis, il faudrait avoir garanti le futur. Si vous avez déjà un mécanisme qui garantit le futur, ok, allez-y. Mais c'est tellement risqué que je ne vois pas pourquoi il faut le faire à cet âge-là. Si vous lancez un projet à 50 ans, vous avez peut-être 2, 3 ans, 4 ans pour vous assurer s'il marche ou pas. Au bout de 2, 3 ans, il ne marche pas. Parce qu'à 95%, pour être très pessimiste, il va échouer. D'accord? Pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez l'âme d'entrepreneur, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'argent. C'est une âme, c'est un état d'esprit. Si vous l'aviez, vous l'aurez fait depuis. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que cette âme-là, vous ne l'avez pas. Ce n'est pas maintenant que vous allez le développer. C'est trop risqué. Ensuite, l'énergie que ça demande. Vous faites une ferme, vous êtes à Ouaga, votre ferme est à 200 km. Tous les jours, vous allez vous taper 200 km. Ça, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, votre dos est cassé, le véhicule a pris un coup, mais vous allez vous créer que des problèmes. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment pas la chose à faire. Pour moi, il faut oublier l'entrepreneuriat. Sécuriser d'abord sa retraite. Si j'avais 200 000, j'ai besoin de 300 000 francs à ma retraite, d'avoir au moins 200 000 francs de revenus à ma retraite. Alors allons en investissement. Mettons des mécanismes d'investissement qui vont me permettre de garantir mes 200 000. Quand ça c'est fait, amusez-vous, il n'y a pas de problème. Prenez des risques que vous voulez. Mais avant ça serait tellement risqué à cet âge-là de faire ce choix-là que je le déconseille vivement. Mettez des mécanismes d'investissement. Est-ce qu'il ne faudrait pas également prévoir sa pension soi-même? C'est-à-dire?
Est-ce que quand on a pu réfléchir à ces aspects où on arrive à penser investissement, est-ce que la finalité, c'est de pouvoir assurer soi-même sa propre pension et gérer tout le reste? Oui, ça existe. C'est pour ça qu'il y a les assurances. C'est le rôle des assurances retraite. On les appelle les complémentaires retraite. Parce que vous avez déjà votre pension qui est garantie par l'État, qui estime que si vous avez ce minimum-là, vous n'allez pas au moins crever pour assurer l'élément de base. Maintenant, si vous voulez du confort, il faut aller en complémentaire retraite, qui est un mécanisme d'investissement d'ailleurs. Oui, il faut y penser. Voilà, et j'espère qu'après cette émission, les assureurs vont m'appeler pour me donner une prime. Parce que là, je suis en train de faire leur promotion. Pas parce que j'ai envie de la faire, mais parce que je pense aussi que c'est vraiment nécessaire et que les gens prennent conscience de ces défis-là. Pour tous ceux qui suivent cette émission et qui vont se rendre compte, ils ont 50 ans aujourd'hui, ils font l'introspection, ils se rendent compte que ils ne se sont pas projetés vers le futur. Ils se posent la question, mais sur le plan des cotisations, même à la CNSS, je n'ai pas encore les 15 ans de cotisation qui vont me permettre d'avoir une pension. Il y a un gap à combler. Comment on comble cela? Il faut de l'investissement. Maintenant, c'est une émission qu'on a déjà faite ici. C'est ça. Mais je dis, moi je propose de mettre un mécanisme d'accompagnement. Vraiment, tous ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact avec nous parce que ça demande beaucoup de choses. Il faut faire déjà un diagnostic de la personne, avoir un état de tous ses revenus, l'aider à fixer son but en 2000 à la retraite et regarder en fonction de ses charges, qu'est-ce qu'il peut utiliser. Ça va être vraiment, moi je suis déjà en train de penser à une application qui va aider justement les personnes à modéliser cette période de leur vie et leur suggérer des décisions financières à prendre. Jusqu'où est-ce que c'est jouable pour ces personnes que vous allez prendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste à 50? Est-ce que quelqu'un qui nous écoute et qui est déjà 58, 57 ans, il peut toujours le faire? Ça risque d'être très très tendu. Donc vous adressez à ceux qui ont entre 40 et 50 ans. On pourra toujours évaluer et puis tirer des conclusions. Il y aura toujours des conclusions à tirer, mais parfois ça semble tard, mais ce n'est jamais très tard. Parce que oui, en ce moment-là, peut-être que la personne peut trouver, quand vous prenez conscience d'un problème, vous l'avez résolu pratiquement à 50%. Déjà, le simple fait de prendre conscience. Je donne un exemple. Si moi, je me rends compte que je suis à 5 ans de ma retraite et que j'ai rien réalisé, alors peut-être que l'enjeu des dernières 5 années qui me restent, c'est d'investir dans mes enfants. Pour que eux, au moins que j'ai un qui arrive, même si ce n'est pas l'idéal, mais que je mette toute l'énergie que je peux mettre pour qu'il y ait un qui atteigne rapidement l'autonomie financière. Parce que ça semble être la voie la plus évidente. Au lieu de les inscrire dans des parcours longs, par exemple, je n'ai pas de revenus pour les soutenir. Le mec, il est en première. Regardez, quand je vois le temps où je vais me retrouver à la retraite, est-ce que je pourrais le soutenir en seconde ou en troisième? Peut-être que je le mets directement dans un métier. Voilà, après, il y a des analyses de ce type à faire qui sont plus stratégiques. Moi, je me souviens, mon épouse, qui a eu un échange comme ça avec son père, elle voulait faire médecine, elle me disait. Et puis son père lui a dit, tu sais, moi, je suis bientôt à la retraite. Si tu décides d'aller en médecine, son père est RH, un papa très stratégique, mon beau-père. Il lui dit, tu vois, je suis bientôt à la retraite. Si tu fais médecine, c'est 7 ans d'études. Je n'aurai pas la capacité de t'accompagner jusqu'au bout. Moi, je te recommande de faire plutôt un master. Et va dans les télécoms parce que c'est un métier d'avenir. C'est comme ça qu'ils échangent. Et finalement, elle se rend compte que ce que le papa dit est juste. Et puis elle choisit cette carrière-là. Mais elle ne regrette pas du tout. Elle serait allée en médecine, peut-être qu'elle n'aurait même pas terminé, avec des situations financières difficiles. Donc, à partir du diagnostic, j'ai dit bien, de la prise de conscience, on va voir des options forcément se dessiner. C'est peut-être pas l'idéal qu'on veut, mais on pourra avoir des pistes qui nous permettent au moins de minimiser le risque. Toutes les stratégies ne sont pas des garanties de succès. Non, leur but, c'est de minimiser le risque auquel on est soumis. Donc, oui, on va se disposer vraiment pour les personnes qui voudraient, et j'espère qu'ils seront nombreux, être accompagnés dans ce sens-là. Est-ce que l'évaluation doit tenir compte uniquement des besoins personnels ou bien elle doit prendre aussi en compte les besoins liés à la société, parce que l'âge de la retraite, c'est un peu l'âge à partir duquel il y a tellement de sollicitations vers le village, tellement de sollicitations pour des événements liés à la famille et tout. Est-ce que tous ces aspects doivent avancer? C'est un tout, parce qu'il ne faut pas isoler l'individu. Si vous êtes le pilier de votre famille, vous ne pouvez pas arrêter de l'être du jour au lendemain. Mais je me trompe peut-être, et peut-être aussi que d'autres ont eu cette impression, c'est que à partir de 50 ans, il faut commencer à être égoïste, patrimoine, un peu pingre et tout. C'est l'impression, et vous pourrez rectifier. Bon, ça dépend après de chacun. Je dis bien, si vous êtes le pilier, c'est vous qui nourrissez tout le monde. C'est difficile, mais vous pouvez réduire. Vous pouvez rapidement avoir des stratégies d'autonomiser certains.
Ceux qui étaient des poids pour vous, attends, il y a une limite. Tu ne vas pas être un poids toute la vie pour quelqu'un. Donc il faut prendre des décisions courageuses aussi. C'est là où le courage va revenir. Il y a des décisions courageuses qu'il va falloir prendre. Et le calme intérieur avant cette décision. Absolument, parce que c'est tout ça qui vous rend détaché. Quand vous mesurez l'enjeu et que vous faites une analyse froide, voilà, vous retrouvez un calme intérieur qui va vous permettre justement de faire des choix pertinents, voilà, pour vous en sortir. Mais je ne dis pas qu'il faut abandonner tout ce qu'on aidait avant, mais il faut se poser vraiment de bonnes questions et puis faire des choix pour garantir son futur. Vous savez, le problème avec l'aide qu'on apporte, certains n'aimeront pas l'entendre, mais c'est une vérité. Quand vous oubliez vos enfants pour aider les autres, vous finissez avec des regrets. Hein. J'en ai vu plein. Vous finissez avec des regrets. Je dis, moi, j'ai énormément de personnes. Je crois qu'il faut aider. Mais il faut donner une aide qui ne vous détruit pas. Si l'aide, on en a parlé ici lorsqu'on parlait des dons, si l'aide va finir par vous-même faire de vous un pauvre, je ne vois pas l'intérêt d'aider. Et ce n'est que de déplacer un problème. Voilà, tant que j'aide et que moi, ça n'affecte, ça me permet l'aide, c'est un levier spirituel de croissance qu'il faut savoir utiliser simplement. Il faut donner, ça fait partie des règles de développement. Est-ce qu'à 50 ans, il faudrait refuser de se faire plaisir et se projeter vers le futur? Parce que pour beaucoup, à 50 ans, c'est le moment où ils se disent, mais écoutez, quand je regarde, la vie elle est courte et tout, il faut que je profite, il faut que je me fasse un peu plaisir. Est-ce que vous êtes en train de dire à ces personnes qui sont dans l'erreur? Alors, c'est pour ceux qui auront on a dit il y a deux cas. Soit vous travaillez maintenant, vous vous amusez plus tard, soit vous amusez maintenant, vous travaillez plus tard. Ceux qui ont travaillé avant, mais ceux qui peuvent dire ça à 50 ans. Ceux qui ont sécurisé. Oui, ils peuvent dire ça à 50 ans parce qu'ils ont sécurisé. Ils peuvent dire, bon, je me suis saigné, il est temps pour moi. Mais toi, tu t'es amusé avant, tu te dis encore qu'à 50 ans, tu vas t'amuser. Moi, je ne te comprends plus. Voilà, c'est un choix, quoi. Voilà, non. En général, ce discours-là, il est tenu par ceux qui ont travaillé. Moi, j'ai bien envie à 50 ans. Je veux à 50 ans profiter de la vie. À plein dedans, hein, c'est mon but. Voilà, mais pour ça, ça demande que je me sacrifie énormément maintenant pour qu'à 50 ans, je sente que la vie aussi est intéressante. Dans nos thématiques, je finis toujours par cette question. Quelle est la place de la spiritualité dans cette préparation? Mais elle occupe toute la place. Sans elle, je dis que tout ce qu'on fait là, il faut de la baraka, il faut de la faveur. Cette capacité à aller dans le futur, c'est nécessaire. Voilà, elle est pleinement présente. On ne peut même pas faire sans elle, c'est pas possible. Abdul Karim Bandé, un dernier mot. Ce début de semaine, et on amorce la période où on est bientôt avec les résultats du baccalauréat et tout. D'autres vont amorcer les vacances. Un conseil par rapport aux parents et tout. Déjà, moi, pour cette thématique, j'ai peur de donner un numéro parce qu'il risque de sonner sans cesse et j'aurai pas de paix. Parce que j'ai pas préparé le numéro, mais ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont vraiment intéressés, écrivez-nous, on va répondre, on va créer un groupe, on va vous y mettre et on va vous accompagner. Bien sûr, il y aura un coût pour ça, parce que ça va demander un vrai travail. Et moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps, que j'ai vraiment envie de développer. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est les vacances. Une des thématiques, avant qu'on ira en vacances aussi, c'est ça, hein? Une des thématiques, parce que c'est important, ce sera de justement comment on prépare les enfants aux vacances. C'est un gros stress pour les parents d'avoir les enfants maintenant sous les bras du matin au soir. Donc comment gérer les vacances des enfants? Parce que pour moi aussi c'est une opportunité de les développer, de les accompagner dans le futur. En tout cas, merci Abdul Karim Bandé. Merci pour cette consécration. C'est pas simple. J'espère que vous ne serez pas lorgné en circulation. Certains cinquantenaires. En tout cas, c'était pour le bien de tous. Oui, et je suis le premier à adhérer, même si je n'ai pas 50 ans. Ce que vous allez créer comme initiative, ça va beaucoup m'aider. Et ça aidera beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Merci.